Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Dans le quartier paisible de South Beacon Hill, à Seattle, la résidence James ressemblait à toutes les autres maisons modestes du quartier, la peinture s'écaillait dans les coins, la boîte aux lettres légèrement inclinée et les carillons qui tintaient même par temps calme. Dans cette maison vivait Cynthia James, une jeune fille dont l'esprit dansait bien avant même de poser les pieds sur le sol de l'atelier. Son premier souvenir n'était ni celui de jouer ni celui d'anniversaire, mais celui d'une cassette VHS de ballet que sa mère avait achetée dans une friperie. Elle le rejouait chaque soir, les yeux écarquillés d'émerveillement, imitant les pirouettes et les pliés dans ses chaussettes. Le tapis sous ses petits orteils devenait sa première scène, et les murs du salon résonnaient de ses rêves. Contrairement aux autres enfants qui voulaient des poupées ou des gadgets, Cynthia quémandait des chaussons de danse. Sa mère, Evelyn James, aide-soignante dévouée, remarqua l'obsession de sa fille et profita des heures supplémentaires pour inscrire Cynthia à un cours de ballet local. Leur vie était loin d'être facile. Evelyn était mère célibataire et élevait Cynthia après que son père les ait abandonnés alors qu'elle avait 2 ans. Les factures arrivaient comme sur des roulettes, et parfois le dîner se résumait à de la soupe et des crackers. Pourtant, Evelyn ne laissait jamais Cynthia la voir s'effondrer. À chaque récital, à chaque répétition, Evelyn était là, l'encourageant bruyamment, le regard fatigué et les larmes de fierté. À mesure que Cynthia grandissait, son talent dépassait même les attentes de son professeur. Elle ne portait pas les uniformes impeccables ni les tenues de marque des autres filles, mais son manque matériel était compensé par son ardeur et sa grâce. À 11 ans, elle remporta un concours régional junior avec un solo qu'elle avait elle-même chorégraphié. Cela a attiré l'attention d'une ancienne professeure de ballet, Madame Norwood, qui a proposé à Cynthia un mentorat privé à tarif réduit. Evelyn a accepté, même si cela impliquait de travailler la nuit pour le financer. Pour Evelyn, le cadeau de sa fille valait tous les sacrifices. Mais alors que la situation commençait à s'améliorer, Evelyn a reçu un diagnostic de lupus. Son énergie a décliné et les visites à l'hôpital sont devenues fréquentes. Cynthia n'avait que 16 ans à l'époque, et elle avait l'impression que son monde était bouleversé. Elle voulait arrêter la danse, travailler à temps partiel et aider à payer les factures, mais Evelyn refusait d'en entendre parler. « Tu danses pour nous deux maintenant », lui avait-elle murmuré un jour depuis son lit d'hôpital, la main serrée contre celle de Cynthia. Sans père, sans frère et sœur et avec peu de soutien, Cynthia a enchaîné les petits boulots après l'école, prostituée, femme de ménage, et finalement assistante au studio de danse où elle avait autrefois suivi ses cours. À la fin de ses études secondaires, elle enseignait déjà la danse classique aux enfants, s'éloignant souvent en pleurant dans les loges lorsque la santé de sa mère déclinait. Ses rêves, cependant, ne s'éteignirent jamais. Ils devinrent même plus intenses. Elle s'était promis de réussir, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la femme qui avait tout abandonné pour la voir danser. L'histoire de Kingsley Donald a commencé dans un appartement exigu au 5e étage d'un grand immeuble de Dorchester, l'un des quartiers les plus difficiles de Boston. Les couloirs sentaient toujours la moquette humide et le pain grillé, et les murs portaient les stigmates de décennies de difficultés. Kingsley était le 3e d'une famille de 4 enfants, élevé par une mère célibataire, Patricia Donald, qui travaillait de longues heures comme aide-soignante à domicile. Son père, mécanicien au caractère irascible et dont la présence dans leur vie fut encore plus brève, disparut alors que Kingsley n'avait que 8 ans, laissant Patricia seule à la charge du foyer. Ils vivaient au jour le jour, devant souvent choisir entre chauffer l'appartement ou nourrir convenablement leur famille. Kingsley a appris très tôt que le monde ne faisait pas de cadeaux et que la confiance était un luxe que la rue ne pouvait pas s'offrir. À 13 ans, Kingsley avait déjà commencé à se forger dans le quartier. Il fréquentait des garçons plus âgés qui savaient se débrouiller, revendaient des téléphones, faisaient des courses pour les usuriers du coin et s'essayaient aux jeux de hasard de rue. L'école est devenue secondaire, non pas par manque d'intelligence, mais parce que l'urgence de la survie l'emportait sur la promesse de bonnes notes. Il était vif avec les chiffres, rapide avec les mots, et avait le don de se faire croire, même lorsqu'il n'avait pas confiance en lui-même. Ce charisme est devenu son bouclier. Pendant que son frère aîné enchaînait les séjours en maison de correction, Kingsley a commencé à vendre des appareils électroniques remis à neuf, apprenant ainsi à négocier, à présenter et, surtout, à décrypter les gens. Pour lui, il n'était pas question de vol ou de délinquance. Il s'agissait de trouver l'angle, de trouver le bon timing et d'avoir la langue bien pendue, plus que n'importe quelle excuse que son professeur lui aurait donnée. Ce n'est qu'à 17 ans que sa vie a basculé. Un mentor nommé Marcus Lane,
un ancien détenu devenu entrepreneur qui dirigeait un programme de codage communautaire, a remarqué le potentiel de Kingsley lors d'une journée carrière locale. Marcus lui a fait découvrir le monde de la technologie, des applications, des logiciels et des startups. Kingsley ne savait pas coder, mais il vendait une application comme un pro. Il a commencé à assister à des soirées de présentation, à suivre des commerciaux et a finalement décroché un poste de commercial junior dans une entreprise technologique bostonienne en difficulté. Il s'habillait avec élégance, apprenait le jargon et imitait l'assurance des PDG qu'il suivait en ligne. Kingsley s'est imprégné du monde des indicateurs, des CRM et des objectifs trimestriels comme une éponge. L'ambition est devenue plus qu'un objectif. Elle est devenue son armure, sa motivation et son identité même. Il s'était promis de ne plus jamais retrouver les cafards dans les placards ni les hivers glacials avec des radiateurs en panne. Il s'élèverait, peu importe qui il devait charmer, surpasser ou dépasser. Et avec cet état d'esprit, Kingsley Donald ne faisait que commencer. La fête de fiançailles bourdonnait de rires, de verres qui trinquaient et de ce genre de conversations chaleureuses qui emplissaient les lofts huppés de Manhattan les soirs de week-end. Des guirlandes lumineuses étaient accrochées aux poutres du plafond, projetant une teinte dorée sur la salle remplie de créatifs, d'entrepreneurs technologiques et d'artistes, amis des futurs mariés et des futurs mariés. Cynthia James était venue à contre-cœur, invitée par une autre professeure de danse dont la cousine était la mariée. La semaine de répétition avait été longue au studio, et elle avait failli annuler. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle avait besoin de changer d'air, ne serait-ce que pour une nuit. Vêtue d'une robe en satin bleu profond, avec un maquillage minimaliste et sa posture gracieuse caractéristique, elle ne se démarquait pas de la foule scintillante, mais elle affichait une élégance discrète qui faisait tourner les têtes sans effort. Kingsley Donald était arrivé en retard, son costume noir impeccable, sa montre grattant sous la manche de son blazer. Il n'était ami avec aucun des deux couples, mais avait été entraîné par un collègue qui estimait qu'il avait besoin de se détendre. Il gravissait déjà les échelons de la vente dans une entreprise technologique en pleine croissance, gagnant commission et respect, mais il avait toujours 2 coups d'avance, concluant la prochaine affaire, planifiant la prochaine étape. Les fêtes étaient des obligations sociales, pas des plaisirs. Mais lorsqu'il aperçut Cynthia de l'autre côté de la pièce, sirotant du vin blanc près de la baie vitrée donnant sur la ville, quelque chose changea. Elle ne ressemblait pas aux femmes qu'il rencontrait habituellement. Il n'y avait pas de rire forcé, pas de flirt ostentatoire, juste de la présence, de l'assurance, du réalisme. Leur rencontre fut décontractée. Kingsley fit une remarque pleine d'esprit sur le batteur désynchronisé du groupe de jazz, et Cynthia rit sans le regarder. Ce rire, dira-t-il plus tard, fut le moment où il perdit le contrôle. Ils discutèrent pendant plus d'1 heure, cachés près du balcon où le bruit de la ville résonnait faiblement en contrebas. Cynthia parla de ses élèves, de son atelier et de son rêve d'ouvrir une école d'art du spectacle pour les enfants défavorisés. Kingsley raconta son parcours depuis Dorchester, passant sous silence les moments les plus sombres, mais soulignant le courage nécessaire pour accéder au monde. Il s'exprimait avec conviction, et Cynthia admirait sa détermination. L'espace d'un instant, 2 personnes au passé différent, mais partageant une soif d'autre chose, se retrouvèrent sur un pied d'égalité. Ils échangèrent leurs numéros avant la fin de la soirée, non pas par un baiser, mais par une longue poignée de main, promesse tacite que quelque chose avait commencé. Quelque chose qui, pendant un temps, semblait destiné. Il avait plu toute la journée à Manhattan, une de ces bruines persistantes et maussades qui coloraient la ville d'argent. Cynthia James venait de terminer une longue journée de répétition et, enveloppée dans un trench coat beige, elle arpentait les trottoirs glissants, parapluie à la main. Kingsley lui avait proposé de le retrouver près de Bethesda Terrace, à Central Park, pour une surprise. Elle faillit décliner, les pieds douloureux et le sac chargé de papiers et de chaussures de danse, mais quelque chose dans sa voix au téléphone semblait sincère, voire douce. Il avait dit « Fais-moi confiance, Cynthia », et même si ce n'était pas la première fois qu'il se montrait énigmatique, elle hocha la tête et se dirigea vers le parc. La pluie ne semblait pas vouloir s'arrêter, mais c'était le genre de soirée romantique qu'on aurait cru tirer d'une scène de film. Les lampadaires brillaient comme des halos, les flaques ondulaient sous les pas, et le doux murmure de la pluie étouffait le bruit habituel de la ville. Elle le trouva debout près de la fontaine, une rose rouge à la main, vêtue d'un manteau gris foncé scintillant de gouttelettes. Cette seule vue lui fit oublier son épuisement. Kingsley sourit en la voyant, ce sourire qui désarmait momentanément tous les petits soucis qu'elle accumulait dans un coin de sa tête, les appels professionnels qu'il prenait toujours à huis clos, les finances dont il ne la laissait jamais parler, la façon dont il chassait parfois ses inquiétudes avec un charme expert.
Il lui prit la main, la conduisit plus près de la terrasse et, sous l'arche de pierre où un quatuor à cordes avait été discrètement installé, il s'agenouilla sous la pluie. Les musiciens commencèrent à jouer Clair de lune de Debussy, une œuvre que Cynthia adorait. Sa voix tremblait, mais était-ce dû à la nervosité ou au froid? Elle l'ignorait. Il parla du destin, de sa renaissance, de la nécessité d'une partenaire comme elle pour construire son avenir. Puis il ouvrit une petite boîte noire. À l'intérieur, une bague modeste mais élégante scintillait sous la lumière de la lampe. Cynthia le fixait, le cœur battant, non pas parce qu'elle n'avait pas imaginé ce moment, mais parce que quelque chose lui semblait répéter. Pas la musique ni la pluie, mais ses mots, son timing, cette impression d'une performance qu'il était déterminé à réussir. Pourtant, ses yeux se remplirent de larmes. Non pas de certitude, mais du souvenir de la voix de sa mère lui disant qu'elle méritait un amour qui la réconforte, et non qui la décourage. Et pour l'instant, Kingsley lui offrait cet amour, ou du moins quelque chose qui y ressemblait beaucoup. Elle dit oui. La petite foule rassemblée sous les parapluies applaudit lorsqu'il glissa la bague à son doigt et se leva pour l'embrasser. Tandis qu'ils s'embrassaient, Cynthia s'accrocha fermement, mi-joie, mi-peur que dire oui signifierait faire taire les questions qui ne cessaient de se former en elle. Leur premier appartement en tant que couple marié était un petit 2 pièces exigu au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur d'avant-guerre à Astoria, dans le Queens. Les murs étaient légèrement décolorés, le chauffage cliquetait chaque nuit d'hiver comme le tic-tac d'une horloge, et la cuisine pouvait à peine accueillir 2 personnes à la fois. Mais pour Cynthia, c'était leur maison. Elle avait accroché des rideaux transparents dans le salon et placé de minuscules plantes d'intérieur sur le rebord, déterminées à apporter de la chaleur à cet espace, aussi petit soit-il. Kingsley, quant à lui, semblait moins intéressé par l'âme de l'appartement que par ce qui lui manquait, l'espace, le prestige, le prestige. Juste temporaire, disait-il souvent, balayant d'un revers de main ses efforts pour le rendre habité. Quand j'aurai conclu quelques affaires supplémentaires, on partira d'ici. C'est ainsi que le décalage a commencé, Cynthia investissait dans le présent, et Kingsley était obsédé par l'avenir. Leur situation financière était fragile dès le départ. Cynthia cumulait 2 emplois à temps partiel, elle enseignait la danse classique dans une école d'art locale et était serveuse le week-end. Kingsley venait d'accepter un poste de directeur commercial junior dans une entreprise technologique de taille moyenne de Midtown, se vantant auprès de Cynthia que c'était son ticket d'entrée. Mais les commissions étaient irrégulières et les dépenses de Kingsley ne reflétaient pas leurs modestes revenus. Les montres de luxe pour impressionner les clients, les dîners avec des investisseurs potentiels et les changements constants de sa garde-robe grignotaient leurs économies déjà maigres. Cynthia commença à tirer le meilleur parti de chaque dollar, achetant des vêtements d'occasion, préparant les repas de la semaine et sautant occasionnellement les pauses déjeuner pour accueillir plus d'élèves. Le stress pesait sur ses épaules, même si elle le laissait rarement paraître. Kingsley ne remarquait pas ses sacrifices, il ne remarquait que ce qui leur manquait encore. À la fin de leur première année, le corps de Cynthia a commencé à envoyer des signaux de détresse discrets. La fatigue s'est installée comme un brouillard, d'abord progressif, puis constant. Elle a attribué cela au stress et au surmenage, mais lorsqu'elle a commencé à ressentir de vives douleurs abdominales et de fréquents vertiges pendant les répétitions, son inquiétude s'est intensifiée. Kingsley, cependant, était rarement là pour le remarquer. Son travail exigeait désormais de fréquents déplacements, Chicago, San Francisco, et même un séjour de 2 semaines à Austin. Il partait tôt, rentrait tard, et lorsqu'il rentrait chez lui, il était distrait, toujours en ligne, rivé à son ordinateur portable ou prétendant être épuisé. Cynthia ne se plaignait pas. Elle ne voulait pas être l'épouse qui le retenait. Elle croyait toujours en lui. Mais chaque nuit, alors qu'elle était allongée en boule au bord de leur matelas, caressant une bouillotte et avalant des analgésiques, une prise de conscience sourde commençait à germer en elle. Elle construisait une vie autour d'un homme qui n'y était pas vraiment présent. C'était un mercredi soir, froid et humide, le genre de nuit new-yorkaise qui glaçait même le plus épais des manteaux. Cynthia venait de terminer un cours de danse classique du soir à Soho, les membres endoloris mais le moral allégé par son enseignement. Elle monta dans la ligne, serrant son sac à main, la tête appuyée contre la vitre fraîche. Le train oscillait doucement à chaque arrêt, les passagers allant et venant, mais quelque part entre la 4e rue Ouest et la 34e rue, une douleur aiguë et lancinante lui explosa dans le bas-ventre. Son souffle se bloqua. Sa vision se brouilla. Elle se serra le ventre tandis que la douleur s'intensifiait, irradiant comme un feu dans son flanc. Un instant, elle crut s'évanouir.
Le train se transforma en un tunnel de voix étouffées et de lumière vacillante, et Cynthia s'affala sur son siège, haletante, le cœur battant à tout rompre. Le train s'arrêta à la 34e rue, et une femme bienveillante assise en face d'elle, une inconnue aux cheveux gris et portant une écharpe tricotée, se précipita vers elle, alarmée. « Ça va, ma chérie ?» demanda-t-elle en touchant l'épaule de Cynthia. Cynthia réussit à hocher la tête, mais les larmes lui montaient déjà aux yeux. La femme l'aida à descendre du train et, ensemble, elles montèrent les escaliers. L'inconnu héla un taxi tandis que Cynthia sortait son téléphone en tremblant pour appeler Kingsley. Une sonnerie. 2. Messagerie vocale. Elle a réessayé. Et encore. Toujours rien. La panique se mêlait à la douleur. Finalement, elle lui envoya un message d'urgence. « Je ne vais pas bien. Appelez-moi. » L'inconnu, qui s'est présenté comme Lorraine, a proposé de l'emmener aux urgences les plus proches. Cynthia était trop faible pour discuter. Elle se pencha vers la femme tandis qu'elle traversait la circulation, son corps se recroquevillant à chaque secousse de la route. 2 heures plus tard, après 4 perfusions et une batterie de tests, Cynthia était pâle et affaiblie dans une salle d'urgence aux rideaux fermés lorsque Kingsley apparut enfin. Il entra, vêtu d'un trench-coat bleu marine, et sentant légèrement le bourbon et l'eau de Cologne. « Mon Dieu, Cynthia, » marmonna-t-il en repoussant ses cheveux en arrière, « tu m'as foutu une trouille. » Mais son ton manquait de l'urgence qu'elle espérait. Lorsqu'elle lui expliqua ce qui s'était passé, comment un parfait inconnu était venu à son secours alors qu'il était injoignable, Kingsley fit un geste dédaigneux de la main. « J'étais en réunion, ma belle. Mon téléphone était en mode silencieux. Vous savez comment sont ses clients. Si j'avais su que c'était si grave, j'aurais tout laissé tomber. » Il n'a pas demandé ce que le médecin avait dit. Il ne s'assit pas à côté d'elle et ne lui prit pas la main. Il regarda plutôt sa montre, visiblement impatient de partir. Cynthia sentit quelque chose en elle se fracturer, une fissure silencieuse et invisible. Non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi parce qu'elle avait réalisé qu'au plus fort de sa vulnérabilité, l'homme qu'elle aimait était introuvable. C'est lors d'un voyage d'affaires à Miami en milieu de trimestre que Kingsley Donald a rencontré Carolina Thomas. L'entreprise technologique pour laquelle il travaillait avait obtenu un rendez-vous de présentation avec un groupe immobilier de luxe basé à Brick Hill, et Kingsley était le responsable de la prospection du compte. La réunion était prévue dans un salon sur le toit surplombant la baie de Biscayne, élégant, moderne et d'une grande opulence. Kingsley arriva vêtu d'un costume gris anthracite et arborant son plus beau sourire de vendeur, prêt à éblouir. Il avait déjà conclu des contrats avec des clients difficiles, mais rien ne l'avait préparé à la femme qui franchirait les portes vitrées avec 15 minutes de retard et bouleverserait complètement l'atmosphère de la salle. Carolina Thomas n'était pas seulement saisissante, elle était magnétique. Vêtue d'un tailleur blanc ajusté et de talons aiguilles dorés, ses cheveux châtains foncés étaient coiffés en chignon bas. Elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un habitué à être obéi. Elle tendit la main avec un lent sourire. « Monsieur Donald, » dit-elle d'une voix douce comme du velours, « j'ai beaucoup entendu parler de votre talent de loquace. » Carolina était PDG de sa propre agence immobilière de luxe, spécialisée dans les appartements haut de gamme en bord de mer. À 35 ans, elle était riche et indépendante, 2 fois divorcée et connue pour ses stratégies d'investissement agressives et son audace. Elle s'exprimait avec acuité, posait des questions difficiles et interrompait le directeur financier de l'entreprise à 2 reprises pendant la présentation de Kingsley. Mais Kingsley, toujours aussi performant, a contourné chaque obstacle avec charme et précision. Carolina l'observait comme un maître d'échecs lorgnant son adversaire, non pas avec admiration, mais avec curiosité. Après la rencontre, elle demanda à lui parler en privé. Autour de quelques verres de bourbon vieilli au bar de l'hôtel, elle questionna ses méthodes de présentation, s'interrogea sur ses objectifs de carrière et, finalement, sans prétention, l'invita dans sa suite privée pour discuter d'une opportunité exclusive de conseil. Cette nuit-là, les frontières se brouillèrent. Le professionnalisme disparut, et Kingsley franchit un seuil qu'il ne pourrait plus franchir. Dans les jours qui suivirent, Carolina s'enfonça plus profondément. Elle n'était pas du genre à courtiser, mais plutôt à offrir des aperçus du luxe et du pouvoir dont Kingsley rêvait depuis longtemps. Elle lui envoyait des cravates de créateurs à son hôtel, réservait des dîners privés et des soirées privées sans même lui demander son avis. Elle savait exactement comment lui donner le sentiment d'être choisie sans se trahir. Pour Kingsley, c'était enivrant. Cynthia avait toujours offert stabilité et encouragement, mais Carolina offrait fantaisie, élévation et danger.
Il se persuadait que ce n'était rien de grave, juste une alchimie, juste du plaisir. Mais Carolina n'était pas du genre à tolérer l'indécision. Elle étudiait Kingsley comme un loup observe sa proie, lentement, délibérément, guettant le moment de vulnérabilité. Et à son insu, ce moment viendrait plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. C'était le deuxième week-end d'octobre lorsque Kingsley embrassa Cynthia sur le front, valise à la main, et lui annonça qu'il serait à San Diego pour une conférence technologique de 2 jours organisée par une société de logiciels cloud avec laquelle son entreprise avait récemment conclu un partenariat. Il s'exprima avec une assurance décontractée, mêlant juste ce qu'il fallait de jargon technique pour rendre son récit indéchiffrable. Cynthia, bien que se remettant encore d'une fatigue intermittente et de douleurs abdominales aiguës, hocha la tête en lui préparant des encas et en pliant soigneusement son blazer. Elle lui a dit de lui envoyer un texto à l'atterrissage. « Je le ferai, ma belle », a-t-il dit en lui faisant un bisou sur la joue et en fermant la porte derrière lui. Mais Kingsley n'est pas allé à l'aéroport JFK. Au lieu de cela, il se glissa à l'arrière d'une voiture noire qui l'attendait au bord du trottoir, envoyée par Carolina Thomas en personne. La destination, sa maison de plage privée dans les Hamptons, une propriété moderne avec une façade en verre nichée entre les dunes balayées par le vent et le froid tourbillonnant de l'Atlantique. Carolina l'accueillit, pieds nus dans un peignoir de soie, les cheveux détachés, 2 flûtes de champagne à la main. « À un week-end sans titre, sans règles », dit-elle en lui tendant un verre et en l'entrant. La maison était froide et silencieuse, à l'exception du jazz diffusant par les haut-parleurs du plafond. Aucun signe de travail, pas d'ordinateur portable ni de tableur, juste une décadence soignée. Kingsley ne posa pas de questions. Il mit son téléphone en mode silencieux, désactiva le partage de localisation et se laissa aller à l'illusion. Ils passèrent la journée à se promener sur la plage, à cuisiner des repas élaborés avec un chef privé et à s'immerger dans des conversations qui tournaient autour du pouvoir, de l'ambition et du contrôle. Les questions de Carolina étaient pointues, sur Cynthia, sur les projets à long terme de Kingsley, sur ce qu'il faudrait pour améliorer sa vie. Il esquivait la question avec des demi-vérités, affirmant que Cynthia était désormais plus une colocataire. Carolina esquissa un sourire narquois, mais ne répondit rien. Elle savait déjà qu'elle gagnait. De retour dans le Queens, Cynthia se réveilla samedi matin avec une oppression thoracique et une douleur sourde dans le bas-ventre qui s'intensifiait d'heure en heure. En fin d'après-midi, elle s'effondra dans la salle de bain. La douleur était si intense qu'elle ne pouvait plus se tenir debout. Désespérée, elle rampa jusqu'à son téléphone et appela une voisine, Ava, une femme âgée qui avait toujours été gentille en passant. Ava la conduisit d'urgence aux urgences les plus proches, lui tenant la main pendant tout le trajet. Cynthia, pâle et à peine consciente, fut admise pour des examens. Le médecin traitant suggéra une observation immédiate et évoqua la possibilité d'une rupture ovarienne. Lorsqu'Ava demanda si Cynthia avait rejoint son mari, elle secoua faiblement la tête. « Il est à une conférence », murmura-t-elle. Mais tandis qu'Ava, assise dans la salle d'attente, parcourait les réseaux sociaux, ses sourcils se froncèrent. L'ami d'un ami venait de publier un article sur un feu de joie sur une plage des Hamptons. À l'arrière-plan, Kingsley Donald, visiblement rieur, n'était pas du tout présent à une conférence. Les murs blancs de la salle d'examen semblaient se refermer sur Cynthia, assise bien droite sur son lit d'hôpital, un drap bleu pâle tiré sur ses jambes tremblantes. Ses lèvres étaient sèches et ses doigts se recroquevillaient sur le bord du matelas lorsque le médecin entra, presse-papier à la main, l'air ferme mais sans agressivité. Le docteur Emery Chang était un homme discret, réputé pour son honnêteté, parfois brutal. Il s'asseyait à côté d'elle, et non en face d'elle, et lorsqu'il parlait, son ton était d'une gravité telle que la poitrine de Cynthia se serrait. « Vous souffrez d'une maladie appelée torsion ovarienne », commença-t-il prudemment, « c'est rare et cela peut être extrêmement dangereux si on ne la traite pas. Tu as eu une torsion partielle qui s'est résolue d'elle-même pour l'instant, mais le kyste qui en est la cause est toujours actif, et la prochaine fois, tu n'auras peut-être pas cette chance. » Cynthia déglutit difficilement. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma, tandis que le poids de ses paroles pesait lourdement sur son ventre. Elle a posé des questions dans le flou, quels étaient les risques, à quoi ressemblait la convalescence et, surtout, dans combien de temps elle devait être opérée. Le docteur Chang a expliqué que le kyste était volumineux et pouvait à nouveau tordre l'ovaire à tout moment, interrompant ainsi la circulation sanguine et causant des lésions permanentes. La meilleure solution était une intervention laparoscopique dans les 6 semaines suivantes pour le retirer et fixer l'ovaire. Retarder pourrait signifier tout perdre, prévint-il, son regard cherchant le sien à la recherche de compréhension. L'opération, cependant,
coûterait près de 38 000 $, et bien que Cynthia soit partiellement prise en charge par son association de professeurs indépendants, le montant à débourser était conséquent. Le Dr Chang lui tendit une brochure présentant les options et les programmes d'aide financière, mais ses derniers mots résonnèrent avec force, « Ce n'est pas une chose à attendre, Cynthia. Votre santé, et peut-être votre fertilité, est en jeu. » Lorsque Cynthia rentra chez elle, le soleil avait déjà disparu. Elle resta assise au bord de leur lit en silence, le dossier fermé sur ses genoux. Son corps la faisait encore souffrir, mais c'était la réalité de sa situation qui la frappait le plus fort. Elle n'avait pas de plan B, pas d'économie conséquente, et Kingsley, qui n'avait pas appelé une seule fois de tout le week-end, était toujours muet. Mais Cynthia n'était pas pressée de se rendre. Ce soir-là, elle a créé une feuille de calcul sur son ordinateur portable. Elle a passé en revue chaque dollar dont elle disposait, chaque tarif horaire, chaque mission qu'elle pouvait décrocher. Elle a sorti un petit carnet intitulé « Ma caisse maladie ». Le studio de danse ne payait pas beaucoup, mais elle pouvait trouver des horaires de soir dans un bistrot du coin, et elle connaissait une amie qui cherchait une assistante à temps partiel. Elle ferait tout ce qu'il fallait. Cynthia James n'allait pas seulement survivre, elle allait se battre. Parce que sa vie, et l'avenir de son corps, en dépendaient. Les dimanches autrefois réservés à Cynthia, ces matinées tranquilles remplies de musique et de crêpes maison, étaient désormais subtilement accaparées par Carolina Thomas. Kingsley commença à se réserver des week-ends sous prétexte de réunions de réseautage ou de rencontres d'investisseurs d'élite, s'habillant souvent avec un raffinement inhabituel pour quelqu'un censé retrouver d'anciens collègues. En réalité, il se déplaçait à travers les quartiers les plus huppés de New York, bras dessus bras dessous avec Carolina, à travers les salons sur les toits, les showrooms de créateurs et les avant-premières exclusives des galeries. Mais toujours avec discrétion. Carolina y tenait absolument. Pas de photos publiques, pas de lieux communs. « Tu n'es pas encore libre », murmurait-elle souvent avec un sourire narquois, en sirotant des mimosas et des huîtres. Ne gâchons pas le mystère. Kingsley aimait le frisson. Les regards furtifs, le cadre luxueux, l'ivresse d'être désiré par une femme dont le pouvoir se trouve à chaque contact. Il se sentait plus important que son salaire. Plus grand que son modeste appartement d'Astoria. Plus grand que la femme à la maison qui envoyait des SMS pour des mises à jour sur ses factures médicales et ses feuilles de calcul budgétaire. Cynthia, quant à elle, se consacrait davantage à la survie. Elle a décroché 2 autres emplois à temps partiel, assistante d'un organisateur d'événements le samedi et enseignante privée à des élèves de danse débutant le soir en semaine. Ces journées se succédaient dans un cycle ininterrompu de travail, de bouteilles d'eau et de prières murmurées. Sa douleur n'était pas revenue aussi intensément depuis l'épisode des urgences, mais elle persistait sous la surface, un rappel constant que le temps pressait. Elle n'aborda plus jamais la question des finances avec Kingsley. Après sa dernière remarque dédaigneuse sur ses inquiétudes excessives, elle pensa que le silence valait mieux que les conflits. Au lieu de cela, elle commença à mettre de côté chaque pourboire, chaque court bonus, chaque dollar disponible sur un nouveau compte bancaire à son nom. Elle était à mi-chemin de son objectif et, malgré l'épuisement qui la gagnait, elle gardait espoir. Son médecin, le Dr Chang, avait accepté de l'aider à élaborer un plan de soins à court terme pour gérer la douleur et surveiller son état jusqu'à l'opération. Inspirée par son inquiétude et sa constance, Cynthia a invité Kingsley à se joindre à elle pour un brunch avec le médecin, espérant que son mari pourrait au moins entendre de ses propres yeux la gravité de son état. Ce dimanche-là, Cynthia, vêtue d'une robe rose pâle, attendit au café français que le Dr Chang lui avait suggéré. Une petite table était dressée avec des croissants, des fruits et du café noir. Le Dr Chang arriva à l'heure. Kingsley ne l'a pas fait. Il a envoyé un SMS une demi-heure plus tard, pris au centre-ville, pour un client important. Report à plus tard? Le sourire de Cynthia s'est estompé lorsqu'elle a montré le message au Dr Chang. Le médecin hocha poliment la tête, mais son regard trahissait sa déception. Cynthia suivit le brunch avec une dignité sereine, écoutant ses explications précises sur le calendrier de préparation chirurgicale et posant des questions sur le temps de convalescence. Elle prit des notes, sourit et régla la facture elle-même. De l'autre côté de la ville, Kingsley était assis en face de Carolina dans une salle à manger privée de l'Upper East Side, sirotant du champagne pendant qu'elle le taquinait sur son mariage avec quelqu'un au goût si fade. Il rit, sans remarquer le soupçon de culpabilité qui se cachait sous son rire. Et ainsi les deux mondes continuèrent, celui de Cynthia, empli de sacrifices discrets et de combats invisibles, et celui de Kingsley, bâti sur les apparences,
les secrets et une maîtresse qui ne le voyait que comme son nouveau divertissement. C'était un mardi matin lorsque Cynthia se connecta au compte d'épargne commun, les doigts tremblants d'impatience. Elle avait veillé jusqu'à minuit la veille, calculé chaque dépôt, chaque dépense, et n'était plus qu'à quelques centaines de dollars de son objectif chirurgical. Ses élèves avaient participé à une collecte de fonds surprise après leur récital du week-end, et les heures supplémentaires au bistrot avaient été épuisantes, mais gratifiantes. À quelques semaines de son prochain examen, elle espérait rencontrer le Dr Chang avec non seulement de la détermination, mais aussi des ressources. Mais lorsque le navigateur s'est actualisé et que le tableau de bord du compte est apparu, son cœur s'est serré. Le solde affichait 91,24 $. Elle a cligné des yeux, s'est rafraîchie et a vérifié à nouveau. Toujours 91,24 $. Son souffle s'arrêta tandis qu'elle parcourait l'historique des transactions, le cœur battant la chamade. 3 jours auparavant, 38 000 $ avaient été retirés en un seul virement, libellé « Virement externe », K. Donald Holdings. Elle se leva si brusquement que sa chaise bascula. Son esprit tournait. Le compte d'épargne était censé rester intact. Kingsley l'avait même appelé « notre fonds d'urgence chirurgicale » lorsqu'il l'avait créé 6 mois plus tôt. Elle essaya de trouver une explication. Peut-être avait-il transféré les fonds par sécurité. Peut-être avait-il ouvert un autre compte pour obtenir un meilleur taux d'intérêt. Peut-être avait-il oublié de le lui dire. Mais chaque explication lui semblait plus mince que la précédente. Cynthia l'appela immédiatement. Pas de réponse. SMS urgent. Appelle-moi pour le compte épargne. 15 minutes plus tard, Kingsley rappela. Sa voix était calme, teintée d'une irritation juste assez forte pour lui faire comprendre qu'il n'était pas d'humeur. « Ma belle, détends-toi, dit-il. J'ai dû utiliser cet argent temporairement pour faire face à une urgence professionnelle. L'un de mes clients avait besoin d'un investissement initial en matériel. Ce montant va doubler d'ici le mois prochain. Crois-moi, j'ai la situation sous contrôle. » Cynthia, stupéfaite, murmura, « Tu as utilisé l'argent de mon opération pour un client. » Il ricana, « Notre argent. » Et oui, plus tôt je conclurai cette affaire, plus tôt nous n'aurons plus à nous soucier des factures médicales. Voyez grand, Cynthia. Pas petit. Elle se rassit, étourdie non seulement par le stress, mais aussi par la facilité avec laquelle il avait transformé son désespoir en quelque chose d'incommode. Lorsqu'elle insista, exigeant des documents, un retour prévisionnel, et même le nom du client, Kingsley rit amèrement et l'accusa de ne pas croire en lui. « Pourquoi est-ce toujours une dispute quand j'essaie de nous construire une vie meilleure » s'exclama-t-il. « Tu ne comprends rien aux affaires, Cynthia. Ce n'est pas ta faute, mais ne remets pas en question ce que tu ne peux saisir. » Cynthia se sentit rétrécir à cet instant, non pas parce qu'il avait raison, mais parce que l'homme qui portait autrefois ses rêves les utilisait désormais comme bouclier. Ce soir-là, elle était assise par terre dans l'appartement, les lumières éteintes, le tableur ouvert sur son écran, le cruel nouvel équilibre la hantant. Et pour la première fois depuis son diagnostic, Cynthia se sentait vraiment seule dans son combat, non seulement contre la maladie qui la guettait, mais aussi contre la trahison qui se déroulait à ses côtés. C'était un jeudi après-midi tranquille lorsque Cynthia décida de faire un saut à la boutique de fleurs de son amie Leila, à Midtown. Nichée entre une épicerie fine et une librairie d'occasion, la boutique était toujours un refuge bienvenu pour Cynthia, un lieu empli de senteurs d'eucalyptus frais, de lavande et de roses de jardin. Leila avait été l'une de ses plus proches confidentes depuis l'université, et même si elles ne se parlaient pas tous les jours, leur lien restait intact. Assise sur le tabouret derrière le comptoir, Cynthia sirotait une tisane chaude à la camomille. Leila consultait son téléphone, riant doucement des messages d'une conversation de groupe qu'elle partageait avec quelques connaissances communes. « Tu ne croiras pas ce que Carolina Thomas vient de publier, » dit-elle en tournant le téléphone vers Cynthia. L'ego de cette femme pouvait s'acheter son propre code postal. Cynthia lui adressa un sourire poli, son intérêt passif jusqu'à ce que l'image à l'écran lui coupe le souffle en pleine gorgée. La photo montrait Carolina, lèvres glossées, cheveux parfaitement coiffés au vent, adossée à une décapotable rouge cerise flambant neuve garée sur un belvédère côtier. La légende disait « Je me suis enfin fait plaisir. » Aucun regret. Le hashtag l'a bien mérité. Cynthia ne remarqua ni la femme, ni la pose, ni même la vue. Son regard se fixa comme un laser sur la plaque d'immatriculation floue mais néanmoins reconnaissable, partiellement visible dans un coin du cadre, New York 87 JKDW. Son estomac se serra.
La plaque n'était pas seulement familière. Elle était exacte. Elle appartenait à la voiture dont Kingsley avait vanté les mérites des mois auparavant. Il lui avait montré une brochure d'un concessionnaire, la décapotable avec la même finition rouge, en lui disant que c'était une voiture de rêve, un jour. Cynthia ne l'avait plus jamais revue. Elle ne l'avait plus jamais entendu en parler. Mais maintenant, il était là, non pas en sa possession, mais dans les bras d'une autre femme. Elle resta silencieuse un instant. Léla ne remarqua pas le changement d'expression sur son visage, continuant à radoter sur le fait que Carolina sortait soi-disant avec un novice en technologie. Mais quand Cynthia lui rendit le téléphone, les doigts tremblants, et demanda « Est-ce qu'il lui arrive de taguer quelqu'un dans ses publications ?» Léla pencha la tête. Non, elle est étrangement réservée pour quelqu'un qui s'affiche à tout va. Pourquoi? Cynthia secoua la tête. Sans raison. Le thé avait refroidi dans ses mains. Ses paumes étaient soudain moites, son cœur battait à un rythme saccadé et irrégulier. Elle s'excusa peu après, adressant à Léla un demi-sourire qui lui atteignait à peine les yeux. Tandis qu'elle marchait sur le trottoir, chaque pas lui semblait lourd, empli d'une prise de conscience. Ce n'était plus seulement une trahison, maintenant. Il ne s'agissait pas seulement d'une violation financière. Kingsley n'avait pas seulement dépensé l'argent de son opération. Il l'avait donné, généreusement et ouvertement, à une autre femme. Et cette femme le conduisait à la vue du monde entier. Cynthia passa la journée entière à préparer l'appartement, non pas pour le confort, mais pour la clarté. La table était dressée simplement, des serviettes en lin, 2 bougies allumées et la vieille vaisselle en porcelaine de sa mère. Elle avait préparé le plat préféré de Kingsley, du poulet au romarin accompagné de pommes de terre rôties aux herbes et de carottes glacées au miel. Chaque détail était précis, familier. Pour un étranger, cela aurait ressemblé à une célébration tranquille. Mais sous la lumière chaleureuse et l'air calme, l'atmosphère était tendue. Assis en face d'elle se trouvait son cousin Jérôme, un officier de police de New York grand et large d'épaules, au sourire doux mais au regard affûté pour déceler l'inconfort. Cynthia l'avait invité sous prétexte de mais la véritable raison était plus profonde, posée silencieusement sur la table à manger entre eux. La vérité. Kingsley arriva avec 20 minutes de retard, téléphone à la main, veste négligemment jetée sur l'épaule, son eau de Cologne se répandant dans la pièce avant lui. Il se figea légèrement en voyant Jérôme, mais dissimula rapidement sa surprise sous un large sourire. « Je ne savais pas qu'on avait de la visite, » dit-il en se penchant pour embrasser Cynthia sur la joue. Elle le lui rendit froidement et lui fit signe de s'asseoir. « Tu te souviens de Jérôme, n'est-ce pas? Il voulait te revoir. » Kingsley eut un petit rire gêné. « Bien sûr. Officier de l'année, n'est-ce pas? » Jérôme hocha la tête, son sourire indéchiffrable. Le dîner commença en silence, hormis le tintement des couverts. Cynthia servait avec une grâce tranquille, son regard ne quittant jamais Kingsley. Des conversations légères et informelles s'ensuivirent, jusqu'à ce qu'elle pose doucement sa fourchette et demande « Kingsley, connaissez-vous une femme nommée Carolina Thomas ?» Le silence se fit. Le couteau de Kingsley s'immobilisa en plein milieu de sa coupe. Il leva les yeux, cligna lentement des yeux, puis haussa les épaules avec habileté. Ce nom me dit vaguement quelque chose. Immobilier ou quelque chose comme ça, non? Jérôme se pencha en avant, les coudes posés sur la table, la voix posée. Je suis sûr que vous vous souvenez d'elle. Elle vient d'acheter une décapotable rouge. Le plus drôle, c'est que les plaques d'immatriculation de luxe qu'elle a postées correspondent au numéro VIN d'un véhicule acheté avec votre compte professionnel. Le visage de Kingsley tressaillit légèrement. Cynthia ne broncha pas. Elle remplit son verre de vin et continua, « Je trouvais juste intéressant que la voiture ressemble à celle que tu as achetée avec nos économies médicales. » Kingsley rit d'un rire étrange et creux. « Tu déformes les choses. Je ne lui ai jamais offert de voiture. C'est absurde. » Cynthia hocha lentement la tête, plia sa serviette et la posa à côté de son assiette. « Je ne t'accuse pas, Kingsley. J'observe simplement des schémas. Et les schémas, répétés suffisamment souvent, révèlent des vérités. » Jérôme prit ensuite la parole, d'un ton formel. « Pour information, donner à un tiers un bien acheté avec les fonds communs du mariage peut être qualifié de transfert frauduleux selon la loi de l'État. » Le visage de Kingsley se vida. Il marmonna quelque chose comme s'il avait besoin d'air et s'excusa, arpentant le couloir. Cynthia resta assise, faisant tournoyer le vin dans son verre avec un calme détaché.
Jérôme se tourna vers elle et lui demanda doucement, « Tu es prête à faire ça ?» Elle hocha la tête. Non pas par colère, mais parce que quelque chose de plus profond avait changé. Cynthia n'allait plus se battre ni supplier. Elle allait se préparer. Stratégiquement. Silencieusement. Complètement. Kingsley ne le savait pas encore, mais la femme qu'il avait sous-estimée pendant des années venait de tracer la première limite d'une bataille qu'il était mal préparé à gagner. Cynthia était assise dans un petit café près de Bryant Park, les mains serrées contre une tasse refroidie depuis longtemps. En face d'elle était assis Isaac Malone, un ancien inspecteur du NIP reconverti en détective privé, réputé pour sa précision et sa discrétion absolue. Son costume était simple, son bloc-notes plus petit que prévu et son regard perçant exprimait une intelligence tranquille. Elle l'avait rencontré grâce à son cousin Jérôme, qui lui faisait une confiance absolue. Lorsque Cynthia avait abordé Isaac pour la première fois, elle n'avait pas dit grand-chose, juste assez pour lui faire comprendre qu'elle soupçonnait son mari d'avoir une liaison et de détourner les fonds communs. Isaac n'avait pas insisté pour obtenir des détails émotionnels. Il accepta le contrat, sans rien promettre, et commença à travailler le jour même. 3 jours plus tard, il glissa une enveloppe scellée sur la table. « Je ne m'attendais pas à trouver autant de choses aussi vite, » dit-il à voix basse. « Votre instinct était juste. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des photos haute résolution, des notes de frais détaillées, des eurodatages et une copie d'une récente demande de crédit au nom de Kingsley, utilisée pour finaliser le titre de propriété de la décapotable rouge. Une photo montrait Kingsley et Carolina entrant ensemble dans une boutique de luxe. Une autre les montrait quittant un bar intime sur un toit terrasse, la main de Kingsley dans le bas de son dos. Un reçu portait la signature de Kingsley pour un séjour de 2 nuits dans une station balnéaire le week-end même où il avait prétendu participer à un séminaire informatique. Les preuves étaient précises, irréfutables et accablantes. Cynthia fixa longuement les photos, l'air indéchiffrable. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle demanda doucement à Isaac, « Peux-tu continuer à creuser ? Je veux savoir ce qu'il cache d'autre, de l'argent, des cadeaux, et même des comptes. » Isaac hocha la tête, déjà occupé. Il plia son carnet et se leva. « Madame Donald, quoi que vous décidiez de faire, vous avez maintenant une preuve. » Il ne peut plus le nier. Cynthia esquissa un léger sourire, la voix posée. « Il le fera, mais je n'aurai pas besoin de son aveu. » Pendant ce temps, dans une suite d'hôtels à Tribeca, Kingsley était allongé sur un lit king size, chemise déboutonnée, riant dans un verre de whisky tandis que Carolina sortait de la douche, enveloppée dans une serviette. Elle était détendue, mais son instinct était éveillé. Elle avait remarqué des détails, Kingsley jetait trop souvent des coups d'œil à son téléphone, posant des questions étrangement précises sur ses paramètres de réseaux sociaux, s'interrompant même au milieu d'une phrase lorsqu'elle mentionnait des connaissances communes. « Tu es sûr que ta femme ne le sait pas ?» demanda-t-elle nonchalamment en s'essuyant les cheveux. Kingsley ricana. « Cynthia ? Elle est inoffensive. Elle ne saurait pas démasquer un mensonge s'il entrait dans son salon avec un drapeau. » Carolina ne rit pas. Elle se dirigea vers la fenêtre, admirant la ville. Quelque chose dans le silence de Cynthia la troublait. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui n'y comprenait rien, mais celui de quelqu'un qui observe, qui recueille, qui prépare. Carolina n'aimait pas être prise au dépourvu, et le pressentiment qui grandissait en elle lui disait qu'elles étaient plus proches d'une tempête qu'elle ne l'imaginait. Le sol de Regal Motor était une mer scintillante de chrome et de vernis, où des machines haut de gamme trônaient comme des rois derrière des cordons de velours. Dans le hall vitré, les clients en costume sur mesure et chemisier en soie sirotaient un expresso tandis que les conseillers leur vantaient les mérites du luxe et de l'art de vivre. La décapotable rouge trônait au centre de l'aire de service, surélevée et scintillante sous une guirlande de LED. Carolina Thomas se tenait à proximité, impeccable dans son trench coat ivoire et ses escarpins noirs, parcourant les pages de son téléphone pendant qu'un technicien lui expliquait un problème mineur sur l'écran du cabriolet. Elle répondit d'un hochement de tête lasse, son attention plus portée sur son reflet dans le rétroviseur que sur la voiture. Ce n'est que lorsqu'une bouffée d'air froid s'insinua par les portes automatiques que Carolina se retourna et aperçut Cynthia James entrant, calme, posée et d'une sérénité déconcertante. Cynthia portait une simple robe noire avec un long manteau beige, sans maquillage, à l'exception d'un rouge à lèvres rouges, et ses cheveux étaient tirés en chignon bas. Elle tenait une chemise en papier craft et se dirigea directement vers le comptoir, où elle demanda à parler au directeur général. Carolina haussa les sourcils en l'observant. Elle ne parla pas, se contentant d'observer, une boule au cœur se formant dans sa poitrine.
Le directeur, un homme d'âge moyen nommé Philippe, s'avança avec un sourire poli. « Oui, madame. Comment puis-je vous aider ?» Cynthia ouvrit le dossier et le posa sur le comptoir. Il s'agissait d'un document financier imprimé montrant le virement bancaire de son compte joint avec Kingsley, la carte grise du véhicule au nom de Carolina et la photo de surveillance horodatée du concessionnaire montrant Kingsley signant les papiers de propriété. Cette voiture, dit-elle doucement en désignant la décapotable rouge, a été achetée avec des fonds conjugaux détournés. Je ne suis pas ici pour porter plainte aujourd'hui. Je suis simplement ici pour vous informer que cette transaction est en cours d'examen juridique et que la personne qui l'a financée n'a plus aucun droit sur elle. Vous recevrez une réponse de mon avocat d'ici la fin de la semaine. Quelques têtes se sont tournées. Carolina se raidit et serra les mâchoires, mais elle ne dit rien. Elle savait qu'il valait mieux ne pas faire de scène en public, surtout avec les preuves désormais visibles. Cynthia ne la regarda pas. Pas une seule fois. Elle prit son dossier, adressa un sourire professionnel au directeur stupéfait et se retourna pour partir. Sans crier. Pas d'insulte. Pas de drame. Juste une femme qui reprend sa voix sans l'élever. Alors que les portes se refermaient derrière elle, l'expression sereine de Carolina commença à se fissurer. Elle sentit la pièce bouger, les yeux se plisser, le jugement surgir. Kingsley n'avait pas simplement menti. Il avait sous-estimé la femme qu'il avait juré de protéger. Et maintenant, Carolina comprenait la vérité trop tard. Cynthia James n'était pas une épouse naïve et docile. C'était une tempête enveloppée de soie. Et le tonnerre venait à peine de commencer. Le nouvel appartement n'était pas grandiose. En fait, ce n'était qu'un modeste 2 pièces niché au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur d'avant-guerre à Brooklyn Heights. Les murs étaient nus, la cuisine étroite et les fenêtres grinçaient quand le vent soufflait trop fort, mais pour Cynthia James, c'était le premier espace depuis longtemps qui lui semblait entièrement sien. Ici, pas d'ombre persistante de trahison, pas de silence glacial, ni d'odeur d'eau de Cologne qui lui rappelait les mensonges d'autrui. C'était son sanctuaire. Elle déballait lentement, méthodiquement, accrochant ses œuvres sur le thème du ballet, rangeant ses livres par couleur sur les étagères et emplissant l'espace d'une douce musique jazz et d'une lumière chaleureuse. Chaque carton qu'elle vidait lui donnait l'impression de se débarrasser non seulement d'objets, mais aussi de fardeaux. Ses économies étaient presque épuisées, mais elle avait assez pour repartir à zéro. Plus qu'assez de force pour reconstruire. Le deuxième soir, dans un nouvel espace, elle s'assit à la petite table à manger avec une épaisse pile de papiers étalés devant elle, documents juridiques, déclaration de patrimoine et une demande de séparation de biens rédigée par l'avocat qu'elle avait engagé plus tôt dans la semaine. L'avocate, Adriana Lee, une femme à la fois affirmée et gracieuse, avait été chaudement recommandée par son cousin Jérôme. Adriana n'a pas perdu de temps. Elle a épluché les preuves de Cynthia avec la précision d'un chirurgien et, en 48 heures, la première série de requêtes était prête à être déposée. « Tu as été plus que patiente », a déclaré Adriana lors de leur rencontre. « Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. » Cynthia hocha lentement la tête, son stylo posé sur la ligne de signature. Elle ne sourit pas. Elle ne jubilait pas. Elle signait simplement chaque page d'une main ferme. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle n'attendait plus d'être sauvée. Elle devenait son propre sauveur. De l'autre côté de la ville, Kingsley était assis dans un bar sur un toit de Chelsea, sirotant du vin à côté de Carolina, qui riait doucement d'une blague qu'il venait de raconter. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, la nuit tiède d'un froid pré-hivernal. Un serveur s'approcha de la table, tenant une petite enveloppe. « Monsieur Kingsley Donald ?» demanda-t-il. Kingsley, confus mais curieux, l'accepta. Carolina se pencha, intriguée. Alors que Kingsley ouvrait l'enveloppe et parcourait la première page, son visage se raidit. À l'intérieur se trouvaient les documents officiels de divorce, accompagnés d'une assignation à comparaître sous 14 jours. Carolina observa ses yeux se plisser, sa mâchoire se crisper. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, mais Kingsley ne répondit pas immédiatement. Son ego était encore en train de rattraper le temps perdu. Pour la première fois depuis des mois, il n'avait plus le contrôle du récit. Il ne menait pas. Il n'était même pas préparé. Et quelque part au loin, loin du champagne et des panoramas urbains, Cynthia James était assise seule dans son petit appartement, sans verser une larme. Car le pouvoir, avait-elle appris, ne rugissait pas toujours. Parfois, il murmurait, et pourtant, il ébranlait tout.
Carolina Thomas se tenait au centre de son appartement aux parois de verre, pieds nus, les bras croisés, observant Kingsley qui arpentait les lieux comme un animal pris au piège. La tension entre eux n'était plus palpable, elle avait atteint son paroxysme quelques jours auparavant. Depuis l'arrivée des papiers du divorce et les rumeurs d'audit juridique au sein du cabinet de Kingsley, son charme s'était estompé. Ses appels téléphoniques restaient sans réponse. Les clients le hantifiaient. La rumeur s'était rapidement répandue qu'il aurait détourné les fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles, dont, ironiquement, la décapotable rouge que Carolina arborait depuis des semaines. Dès que le concessionnaire l'a convoqué pour l'interroger, son prestige s'est effondré. Elle ne voyait plus Kingsley comme l'étoile montante et suave qui savait tenir une salle. Il était désormais un handicap. Son costume paraissait bon marché, ses blagues tombaient à plat et son désespoir lui collait à la peau comme une mauvaise odeur. « Tu m'as menti », dit Carolina d'un ton neutre en sirotant son verre sans le regarder. « À propos de ton argent. À propos de votre mariage. À propos de tout. » Kingsley se retourna brusquement, sur la défensive. « Je t'avais dit que j'avais un plan, Cynthia m'a pris de court. » Je ne m'attendais pas à ce qu'elle riposte. Intervint Carolina, le regard glacial. « Tu aurais peut-être dû. Un homme qui sous-estime sa femme sous-estime tout le monde. » Elle posa son verre sur le comptoir en marbre, souleva sa pochette et se dirigea vers la porte. Kingsley la suivit, la voix montant à chaque pas. « Tu vas vraiment partir ? Après tout ça ? Après que je t'ai donné » Carolina se retourna brusquement. « Tu m'as donné quoi, Kingsley ? Une voiture achetée avec de l'argent volé ? Des nuits de sexe médiocre et de promesses en l'air ? Je ne t'ai jamais aimé. » Sa voix était basse, mortelle. Tu étais divertissant. C'est tout. Maintenant, tu es un scandale en devenir. Et je ne garde pas de jouets cassés. Elle est partie avant qu'il puisse répondre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Kingsley resta figé dans l'embrasure de la porte, les yeux fixés sur l'ascenseur qui se refermait derrière elle. La maison souterraine, autrefois un havre de paix, résonnait désormais de vide. Il avait perdu son emploi, l'entreprise avait temporairement suspendu son accès en attendant une enquête interne. Ses comptes avaient été gelés pendant que les avocats passaient au peigne fin chaque transaction financière signalée par l'équipe juridique de Cynthia. Carolina l'avait largué sans verser une seule larme. Et maintenant, il était seul. Pas seulement physiquement, mais complètement, existentiellement seul. Les emails avaient cessé. Les appels se tarirent. Ceux-là même qui riaient autrefois à ses blagues évitaient désormais tout contact visuel. Il s'assit par terre, à côté du canapé coûteux qui ne lui appartenait plus, le regard perdu dans le vide, scrutant les lumières de la ville, réalisant trop tard que l'empire qu'il avait tenté de bâtir sur le charme et la tromperie s'était finalement effondré, une vérité silencieuse après l'autre. Le matin de l'opération de Cynthia arriva sous un ciel gris et une légère bruine, un décor parfait pour une journée qui lui pesait lourd sur le cœur. Elle se tenait seule devant l'hôpital général de Manhattan, son petit sac de voyage serré dans une main, son manteau serré autour de sa silhouette frêle. Ses joues étaient pâles, son corps légèrement plus faible que les semaines précédentes, mais son regard, était fixe. Personne ne marchait à ses côtés, personne ne lui tenait la main à l'accueil, aucun mari ne la rassurait, aucune famille ne s'inquiétait de son anxiété préopératoire. Il n'y avait que Cynthia, son nom inscrit sur un bloc-notes, son souffle mesuré et son esprit concentré sur sa survie. L'infirmière qui l'avait conduite à la salle préopératoire s'arrêta un instant pour demander « Quelqu'un vient vous attendre ?» Cynthia sourit doucement. « Non. C'est juste moi. » Mais ce n'était pas le cas. Dehors, blottis sous des parapluies et des vestes épaisses, se tenait une rangée de ses élèves de ballet, allant des enfants de 8 ans aux yeux écarquillés aux adolescentes en sweat à capuche rose et bonnet tricoté. La rumeur s'était répandue parmi eux que leur chère Miss Cynthia subissait une grave opération et serait seule. Avec l'aide du coordinateur du studio, ils avaient discrètement organisé une veillée devant l'hôpital. Ils n'avaient apporté ni pancarte ni ballon. À la place, ils avaient apporté des boîtes à musique, des cartes dessinées à la main et de petites bougies sans flamme qui scintillaient dans la brume. Les parents se tenaient derrière eux, la tête baissée, les mains sur les épaules de leurs enfants. Ils formaient une ligne de force tranquille s'étirant le long du trottoir, acclamant en silence ceux qui avaient appris à leur fille à sauter, à garder l'équilibre, à croire. Un enfant murmura « Elle m'a appris le courage ». Un autre tenait une carte sur laquelle on pouvait lire « Nous dansons pour toi ». À l'intérieur,
l'opération a duré plus longtemps que prévu. Les complications liées au tissu cicatriciel et la proximité du kyste avec des artères vitales ont exigé une précision extrême. Le docteur Chang et son équipe ont travaillé pendant près de 4 heures, avec une concentration sans faille. Lorsque Cynthia fut enfin emmenée en salle de réveil, les infirmières s'émerveillèrent de la file de visiteurs à l'extérieur, même s'ils n'étaient pas autorisés à entrer. Kingsley se présenta, mais bien plus tard, après avoir entendu parler de l'intervention par l'un des anciens collaborateurs de Carolina. Vêtu d'un costume froissé et tenant un bouquet acheté dans une épicerie discount, il tenta de charmer l'infirmière de l'accueil pour qu'elle le laisse entrer. Elle jeta un coup d'œil au dossier et dit fermement, « Elle a une directive interdisant les visites. Vous devez partir. » Il resta figé, le rejet le frappant plus profondément qu'il ne l'avait imaginé. Il observait à travers les vitres la file d'enfants qui s'allongeait à l'extérieur. Ce n'était ni une manifestation ni un spectacle. C'était un amour silencieux, inébranlable et mérité. Kingsley réalisa alors ce que Cynthia avait construit sans lui, une vie pleine de sens, de loyauté et de puissance tranquille. Et il n'y avait plus sa place. 3 mois après son opération, Cynthia James se tenait au cœur d'un studio fraîchement rénové, niché au cœur de Manhattan. Autrefois un entrepôt abandonné, l'espace brillait désormais de 1000 feux avec son parquet ciré, ses grands miroirs et ses puits de lumière qui laissaient entrer le soleil matinal. De doux rideaux roses flottaient aux fenêtres, et les murs arboraient des photographies encadrées de danseurs de tous horizons, chacun survivant, chacun porteur d'une histoire. Le studio s'appelait Rise Point et était bien plus qu'une simple académie de danse. C'était un sanctuaire pour les femmes, dont beaucoup avaient souffert en silence, lutté contre la maladie ou subi des trahisons. Cynthia avait utilisé les fonds de son indemnisation, ses propres économies et une petite subvention communautaire pour le faire naître. Elle avait imaginé un lieu où la force ne se mesurait pas à la perfection physique, mais à la résilience. Et ce soir, il ouvrirait ses portes pour la première fois avec un événement de lancement en avant-première pour ses amis, étudiants, donateurs et sympathisants. Les invitations avaient été soigneusement envoyées, personnalisées, attentionnées et intentionnelles. Elle s'assurait que chaque récipiendaire l'avait, d'une manière ou d'une autre, portée, cru en elle ou l'avait accompagnée dans ses épreuves. Ses anciens élèves, le docteur Chang, son cousin Jérôme et même Isaac, le détective privé, figuraient parmi les invités d'honneur. L'événement était élégant mais modeste. Un quatuor à cordes jouait près de l'entrée. Hors-d'œuvre et cidre pétillant circulaient sur des plateaux d'argent. Les invités se mêlaient, admirant les œuvres d'art et la chaleur du lieu. Cynthia portait une robe ivoire fluide qui scintillait sous la lumière du lustre. Ses cheveux étaient ornés de perles, et sa présence était calme, digne, inoubliable. Elle souriait en regardant son rêve respirer autour d'elle, pleinement réalisé. Il n'y avait aucune trace de la femme qui autrefois avançait sur la pointe des pieds, veillant à ne pas faire trop de bruit. Dehors, juste derrière la porte d'entrée et le cordon de velours rouge, se tenait Kingsley Donald. Il portait un costume anthracite, légèrement froissé au col, et serrait contre lui un petit bouquet de lys qui semblait dépareillé dans la lumière soyeuse du soir. Il avait entendu parler du lancement par un ancien collègue et, sans invitation, il était arrivé, poussé par quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Le regret, peut-être. Ou le désespoir. Alors qu'il s'avançait, un grand portier en manteau noir leva la main. « Votre nom, monsieur ?» Kingsley se redressa. « Kingsley Donald. Ma femme est la fondatrice. » Le portier a consulté une liste, l'a parcourue 2 fois, puis a secoué la tête. « Vous n'êtes pas sur la liste, monsieur, je vais devoir vous demander de reculer. » Les yeux de Kingsley scrutèrent les portes vitrées d'où il pouvait voir Cynthia rire doucement avec un groupe d'étudiants. Elle ne le vit pas. Ou peut-être le vit-elle, et choisit-elle simplement de ne pas le remarquer. Quoi qu'il en soit, le message était clair. Certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent plus. Et celle-ci avait été scellée par la grâce. Les lumières de l'auditorium s'éteignirent tandis qu'un silence s'abattait sur la foule assise. De douces notes de piano résonnaient sous une voix off narrant des extraits de jeunes filles virevoltant en juste au corps rose, de survivantes dansant avec des cicatrices chirurgicales visibles et de femmes âgées retrouvant l'équilibre pas à pas. Un grand écran derrière la scène s'illuminait de mots, point d'ascension, mouvement vers la guérison. Puis, alors que la musique s'éteignait, Cynthia James est montée sur scène, sereine, radieuse et métamorphosée. Vêtue d'une élégante robe bleu marine qui flottait autour d'elle comme des vagues paisibles, elle se tenait fièrement derrière le podium, les projecteurs illuminant la courbe délicate de sa force guérie. Le public,
les étudiants, les familles, les médias et les sponsors se sont levés pour une ovation spontanée. Cynthia attendit que les applaudissements se calment, puis prit la parole. Il fut un temps, dit-elle d'une voix claire et posée, où je croyais que le silence était synonyme de survie. Mais j'ai appris que nos histoires sont des ponts, pas des murs. Et ce studio, cet espace, c'est l'histoire que j'ai failli ne pas raconter. Au premier rang, une journaliste du New York Voice, assise, griffonnait rapidement dans un carnet en cuir. Son article sur Cynthia, intitulé « L'épouse discrète qui a refait sa vie en pointe », était devenu viral quelques semaines plus tôt. Ce soir, elle était là pour la suite, car le monde entier voulait en savoir plus. La maison d'édition qui avait lu l'article avait proposé à Cynthia un contrat d'édition, ses mémoires, sa voix, sa chronologie. Rise Point, du silence au projecteur, était déjà en vogue en pré-sortie. L'histoire de Cynthia avait dépassé le monde du ballet. Survivants de traumatismes médicaux, conjoints trahis, femmes en voie de guérison, tous ont vu dans le miroir leur propre courage discret. Lorsqu'elle a signé le contrat de publication plus tôt dans l'après-midi, elle n'a pas pleuré. Elle expira simplement, comme si elle était enfin entrée dans la pièce qu'elle avait construite de douleur et de persévérance. Au fond de l'auditorium, près des portes de sortie, se tenait Kingsley Donald. Inopiné. Inaperçu. Immuable face au spectacle. Son costume pendait maintenant librement, comme s'il n'appartenait plus au corps qu'il portait. L'homme qui se vantait autrefois de ses objectifs de vente et de ses vues imprenables sur les toits serrait maintenant un programme froissé, l'encre légèrement tachée là où ses doigts avaient transpiré sur le papier. Il l'observait parler de loin, incapable de détourner le regard, incapable d'avancer. Lorsque Cynthia eut terminé et que le public se leva, Kingsley se retourna silencieusement et sortit. Les portes se refermèrent derrière lui avec un bruit sourd. Cynthia, inconsciente et indifférente, descendit de scène, entourée d'anciens élèves et de sympathisants. Son sourire était sincère. Son parcours lui appartenait. Et cette fois, chaque pas en avant lui appartenait, non pas en tant qu'épouse, ni en tant qu'ombre de quelqu'un, mais en tant que survivante, leader et auteur de son propre commencement. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.